Et les antidépresseurs, on va en parler avec notre invité. Bonsoir Laurent de Sutter, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur du livre L'âge de l'anesthésie, la mise sous contrôle des affects. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous êtes professeur de théorie du droit à l'Université libre néerlandophone de Bruxelles. Avant de parler de cet ouvrage, justement, et notamment des antidépresseurs et de bien d'autres substances, je le disais, juste avant que vous arriviez sur ce plateau, vous vous étiez intéressé de près au quinquennat de François Hollande. On va donc profiter de votre passage à Paris, vous arrivez tout juste de Bruxelles, pour vous demander quel regard vous portez sur cette victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française. Je vais vous dire un truc, pour l'instant je ne porte aucun regard sur la victoire, je porte un regard sur le processus qui a mené à la victoire, qui est un processus que moi j'ai trouvé assez passionnant. L'espèce d'excitation que cette élection a suscité chez les gens, notamment sur les réseaux sociaux, est quelque chose je trouve assez fantastique. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, qui vous diront que ça a été un grand moment d'énervement populiste, etc., moi j'ai l'impression que ça a été une des élections les plus informées en fait, et les plus cultivées de l'histoire récente, ou en tout cas de l'histoire dont moi j'ai pu être le témoin. Et de ce point de vue-là, je pense que ça au moins c'est quelque chose de positif. Alors ce livre dont je parlais, il avait pour titre le livre des trahisons. Vous l'aviez dirigé, s'adressait à une chronique, je le disais, plutôt acerbe de la présidence Hollande. Hier, François Hollande a dit « Emmanuel Macron s'est émancipé, il ne m'a pas trahi ». C'est ce qu'il a dit en marge des commémorations de la victoire sur le nazisme du 8 mai 1945. Ce mot trahi, il revient sans cesse ces derniers mois dans la politique française. Oui, c'est un petit peu infantile en fait. Et le titre du livre des trahisons était un titre qui se voulait ironique, mais qui a été souvent pris à la lettre par les individus. C'est-à-dire que la trahison fait partie de la politique. On le sait depuis Machiavel, au moins, pour ne pas remonter à plus loin dans l'histoire. Et la question n'est pas tellement de savoir si on est fidèle ou pas à un principe, à un programme, à des règles, etc. Mais le type d'action que cette infidélité permanente permet de produire. Et en fait, ce qui s'est produit dans le cas de François Hollande, c'est évidemment que plus que des trahisons, c'est véritablement une espèce de travail de sape et d'effondrement de tout ce qui constitue la gauche auquel on a assisté. Pas Emmanuel Macron. On n'en sait rien encore. En tous les cas, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, a décidé, en tout cas à la volonté, de briguer un poste de député, de se présenter aux prochaines législatives de juin, sous l'étiquette La République en marche. Elle bouge encore, la gauche française, non? Ce qui est étonnant, c'est que Manuel Valls continue à bouger, si vous voulez. Cet homme est une réserve d'humour involontaire, bien évidemment, mais infinie. Et je pense qu'au plus tôt on en est débarrassé, au mieux on se portera, oui. Le on belge, vous vous intéressez de si près à la politique française? Figurez-vous que mon épouse est française. Donc vous suivez de près ce qui se passe en France. Votre nouveau livre, à présent, les Français ont pu découvrir à la télévision française hier dans un documentaire l'intimité d'Emmanuel Macron durant la campagne. Et à un moment donné, il réclame du chocolat et son épouse, Brigitte Macron, lui réplique « Je ne veux pas que tu manges ces saloperies ». Dans votre livre, il n'est pas question de chocolat, il est question de pilules, d'antidépresseurs, de cocaïne, de somnifères également. Qu'est-ce qui vous a amené au juste à vous intéresser à ce sujet ? L'histoire est pour partie circonstancielle, ça je vous l'épargne, et puis pour partie liée à un intérêt très fort que j'ai pour tout ce qui constitue au fond ce qu'on pourrait appeler les prothèses avec lesquelles nous existons. Il y a quelque chose qui est quand même assez fascinant dans l'humanité, c'est le fait que nous n'existons pas, nous n'avons jamais existé, nous ne sommes jamais développés sans toute une série d'aides, de prothèses, certaines prenant la forme d'objets, disons pensons à la roue, etc. D'autres prenant la forme de substances. Et j'ai voulu m'intéresser non pas à la manière dont nous sommes aujourd'hui réduits à une forme d'addiction par rapport à toute une série de substances qui définissent l'entièreté de nos vies, de la manière dont on se lève, à la manière dont on se couche, de la manière dont on fait l'amour, à la manière dont on conçoit les enfants, etc., etc., mais bien plutôt à la façon dont cette espèce de rationalité prothétique, pour utiliser un mot un petit peu pédant, cette façon que nous avons d'être toujours de nous développer toujours avec l'aide d'objets étrangers, de substances étrangères, eh bien la manière dont ça changeait aujourd'hui et dont, disons, l'effet des prothèses que nous prenons devient de plus en plus étrange, de plus en plus louche. D'ailleurs, vous dites une pilule pour nous réveiller, une autre pour travailler, une troisième pour faire la fête, une quatrième pour en éviter les conséquences le lendemain, et une dernière pour nous endormir. C'est un cycle infernal. Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, et d'ailleurs de quelle société? Vous parlez bien entendu des sociétés occidentales, notamment francophones.
Oui, francophone, mais je crois que ça vaut pour le monde entier. C'est-à-dire que ce que l'on voit s'opérer, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, vous savez, on entend beaucoup l'idée que nous vivrions dans des sociétés surexcitées, des sociétés en proie à l'accélération, des sociétés dans lesquelles nous serions toujours expulsés de nous-mêmes et contre lesquelles il s'agirait de résister en retrouvant la véritable essence de notre être, etc., etc. Moi, j'ai plutôt le sentiment en fait, qu'il s'agit de l'inverse. Nous vivons dans des sociétés qui fonctionnent sur un principe généralisé de dépression et sur le management, si vous voulez, la gestion quotidienne de la dépression, notamment par le biais de toute une série de substances chimiques, soit pour y replonger, soit pour en sortir. Et ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, d'une certaine manière, c'est que cette transformation du monde repose sur une véritable philosophie. Il y a une véritable philosophie ou une véritable métaphysique, pour utiliser à nouveau un grand mot, de ce qu'est un être humain, de ce qu'est la vie, qui passe par... et de ce qu'est la nuit. Et de ce qu'est la nuit. Hein. Vous parlez beaucoup du rythme nictéméral. Il y a des grands changements de ce point de vue-là. Quels sont-ils? La nuit n'est plus faite pour dormir? La nuit, il y a toute une série de projets, certains sont très fantaisistes et d'autres au contraire sont très sérieux, de conquête de la nuit. Alors, la conquête de la nuit, c'est une histoire relativement longue, hein. Bien évidemment, on a toujours eu ce petit problème avec la nuit, avec cette partie de nos vies dans laquelle il n'y a simplement pas de lumière. Et à partir du moment où la lumière a permis la conquête d'une certaine manière de la nuit, eh bien, c'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire de cette chose que l'on avait conquis. Et la réponse a très vite été, mais on va en tirer des ressources, on va la rendre productive cette nuit. Et aujourd'hui, de fait, il y a toute une série de projets visant à faire en sorte que le travailleur puisse exploiter d'une certaine manière sa nuit comme il exploite le jour, que les investisseurs puissent exploiter la nuit comme ils exploitent le jour, dont certains, par exemple, sont des projets d'éclairage, si vous voulez, de la planète par le biais d'immenses panneaux solaires qui feraient en sorte que la nuit n'existerait plus, etc., etc. Et donc, en effet, ça en dit long, et ça en dit si long que l'on voit, et ce sont des études que les historiens ont fait, que le temps moyen de sommeil depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, eh bien, a diminué d'au moins 2 heures. C'est relativement, disons, c'est une moyenne, c'est une moyenne, voilà. Et ça, si vous voulez, ça en dit long sur effectivement cette espèce de tentative d'assujettir la nuit à la production. Pour terminer, il y a aussi question de féminisme dans votre livre, et vous parlez notamment du hacking hormonal. C'est quoi? Mais c'est le fait tout simplement que la pilule, qui est une machine hormonale d'une puissance hallucinante, son effet premier, c'est de reprogrammer d'une certaine manière la manière dont tout un corps fonctionne en relation avec un cerveau, puisque les hormones, comme vous le savez, sont des transmetteurs, hein, ils transmettent des messages entre différents organes afin de leur donner des ordres, leur faire fonctionner dans un certain sens plutôt que dans un autre. Eh bien, la pilule, l'invention de la pilule, ça a été ça. Ça a été à la fois son succès, mais c'est aussi aujourd'hui, et beaucoup de féministes s'en alarment, et à juste titre, une arme extrêmement puissante de contrôle, puisque cette reprogrammation hormonale de la femme qui prend la pilule aboutit à des conséquences très fortes qui peuvent justement entraîner la perte du désir, la dépression dans certains cas, etc., etc. Merci beaucoup Laurent de Sutter d'être venu sur le plateau de 64 minutes.